Tout le monde pensait que le duc s'était isolé à cause d'un terrible accident. Un accident qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant. Mais il se trompait. La vérité était bien plus déchirante. 3 ans après l'accident, toutes les femmes l'avaient abandonné. Jusqu'à ce qu'une jeune femme accepte de devenir son épouse, sans rien demander en retour. Mais la nuit où elle l'a enfin embrassé, il a murmuré la seule question qui le hantait depuis l'accident. « Je suis toujours un homme. Vous pensez que je ne peux pas vous satisfaire ?» Ce qu'elle a répondu n'a pas seulement changé sa vie. Cela a révélé un complot qui lui avait volé bien plus que sa capacité à marcher. Avant de continuer, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Profitez bien de l'histoire. Rosalind Edwin n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Avant même son 23e anniversaire, elle est devenue à la fois la mère et le père de 2 enfants terrifiés. Quand son père est mort après une courte maladie, le deuil s'est abattu sur le domaine des Edwin comme un hiver sans fin. La famille n'avait pas encore appris à vivre avec cette perte que la tragédie a frappé à nouveau. Moins d'1 an plus tard, sa mère est décédée. Rosalind s'est retrouvée seule avec son frère de 12 ans, Henry, et sa sœur de 8 ans, Florence. À partir de ce jour, chaque décision qu'elle a prise tournait autour d'eux. Elle a appris à gérer les comptes du foyer. Elle supervisait les ouvriers du domaine. Elle consolait Florence après ses cauchemars et aidait Henry à assumer des responsabilités qu'aucun garçon de son âge n'aurait dû connaître. Chaque promesse faite sur la tombe de ses parents est devenue le but de sa vie. Quoi qu'il arrive, elle maintiendrait leur famille unie. Mais tout le monde ne partageait pas cette promesse. Le frère cadet de son père, Albert Edwin, voyait une opportunité, là où Rosalind voyait une responsabilité. Quelques semaines après les funérailles, il a saisi le tribunal. Il soutenait qu'une femme non mariée n'avait ni l'autorité légale, ni l'influence politique pour gérer un domaine, ni pour rester la tutrice de 2 enfants de la noblesse. Si les juges lui donnaient raison, Henry et Florence seraient placés sous sa garde, et le contrôle du domaine des Edwin passerait entre ses mains. Rosalind savait exactement ce que cela signifiait. Son oncle ne s'était jamais soucié des enfants. Il se souciait de la fortune. Chaque lettre du tribunal resserrait le nœud dans son estomac. Chaque jour qui passait la rapprochait de l'audience. Elle a exploré toutes les voies légales possibles, mais chaque réponse menait à la même conclusion. Une femme noble mariée avait bien plus d'autorité qu'une femme célibataire. Le mariage n'était plus une question d'amour. C'était devenu le seul bouclier entre ses frères et sœurs, et un homme animé par la cupidité. Lorsque la proposition du duc Bénédicte Valmont est arrivée, cela ressemblait moins au destin qu'à un marché impossible. Le duc cherchait une épouse. Elle avait besoin d'un mari. Aucun des deux n'attendait rien de plus. À des kilomètres de là, derrière les hauts murs du manoir Valmont, le duc Bénédicte Valmont n'était plus qu'une rumeur parmi l'aristocratie. 3 ans plus tôt, sa calèche s'était renversée sur une route de montagne détrempée par la pluie. L'accident avait coûté la vie à 2 gardes. Il avait laissé Bénédicte avec des blessures si graves qu'il ne pouvait plus marcher sans aide. Le duc, autrefois admiré, a disparu de la vie publique presque du jour au lendemain. Il s'est retiré de presque toutes les réunions sociales. Il a décliné les invitations des familles influentes. Et il permettait rarement à quiconque, en dehors de ses plus proches serviteurs, d'entrer dans ses appartements privés. La société en a tiré sa propre conclusion. Le duc était devenu un homme brisé. Il le plaignait. Il chuchotait à son sujet. Certains l'ont même qualifié de maudit. Aucun d'entre eux ne comprenait la vérité. Bénédicte ne s'isolait pas parce qu'il était en fauteuil roulant. Il s'isolait parce qu'il ne supportait pas l'idée de demander à une femme de passer sa vie aux côtés d'un mari qui pensait ne jamais pouvoir lui offrir l'avenir qu'elle méritait. Avant l'accident, plusieurs familles nobles avaient ardemment cherché une alliance par le mariage. Après, ces mêmes familles ont discrètement retiré leurs filles. Certaines ont offert des excuses polies, d'autres ont simplement cessé de répondre. Après suffisamment de déceptions, Bénédicte a refusé toute nouvelle présentation avant même qu'elle ne puisse commencer. La solitude, avait-il décidé, était plus douce que de devenir le fardeau de quelqu'un pour la vie. Alors, quand son intendant l'a informé que mademoiselle Rosalind Edwin avait accepté sa proposition sans demander de richesse, de titres ou de garanties supplémentaires, la confusion l'a emporté sur le soulagement. Il ne comprenait pas pourquoi. Elle était au courant de l'accident. Elle était au courant du fauteuil roulant. Pourtant, elle avait quand même dit oui.
Leur mariage reflétait la nature de leur accord. Il n'y a pas eu de célébration extravagante, ni de banquet somptueux. Seulement une cérémonie discrète, en présence de serviteurs proches, d'une poignée de fonctionnaires et des jeunes frères et sœurs de Rosaline. Leurs visages anxieux se sont adoucis pour la première fois depuis des mois. Ce soir-là, le silence s'est installé dans le salon privé du duc. Bénédicte a posé un document soigneusement plié sur la table entre eux. « J'ai fait préparer ceci avant le mariage », a-t-il dit calmement. Rosaline a baissé les yeux sans le prendre. « Il stipule que vous aurez une liberté totale dans ce mariage. Vous pourrez aller et venir à votre guise. On n'attendra jamais de vous que vous partagiez mon lit, et je n'exigerai pas une affection que vous ne pouvez donner librement. Et si un jour vous décidez que cette vie n'est plus ce que vous voulez ?» Il a fait une brève pause avant de terminer. « Je ne me mettrai jamais en travers de votre chemin. » Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Elle a déplié le document, a lu chaque ligne, puis l'a soigneusement replié. Au lieu de le signer, elle l'a repoussé sur la table. Bénédicte la regarda, perplexe. Rosaline a croisé son regard avec une certitude tranquille. « Je ne vous ai pas épousé parce que j'attendais la perfection. Je me suis mariée parce que je tiens mes promesses. » La pièce est tombée dans le silence. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, aucune hésitation, aucun sacrifice, seulement de la sincérité. Pour la première fois depuis que l'accident avait changé sa vie, quelqu'un regardait Bénédicte Valmont, non pas comme un duc brisé, mais simplement comme un homme digne d'honnêteté. Et sans s'en rendre compte, le devoir avait fait son premier pas silencieux vers quelque chose de bien plus difficile à gagner. Le respect. Les jours qui ont suivi se sont installés dans un rythme tranquille. Mais Rosaline a vite réalisé que le silence ne signifiait pas toujours la paix. Le manoir Valmont était magnifique. Pourtant, quelque chose y semblait étrangement sans vie. Les couloirs étaient impeccables. Les serviteurs accomplissaient leurs tâches sans faute. Et chaque pièce reflétait la richesse des générations passées. Pourtant, sous cette surface polie, persistait un malaise qu'aucun luxe ne pouvait dissimuler. Les serviteurs baissaient la voix chaque fois que le nom du duc était mentionné. Les conversations s'arrêtaient dès que quelqu'un entrait dans la pièce. C'était comme si toute la maisonnée avait appris à vivre autour d'une tension invisible que personne n'osait reconnaître. Rosaline a refusé de laisser les rumeurs façonner son opinion sur l'homme qu'elle avait épousé. Au lieu de cela, elle a choisi d'observer. À sa grande surprise, le duc Bénédicte Valmont ressemblait peu au noble froid et impitoyable que la société avait décrit. Il remerciait les serviteurs par leur nom. Il n'élevait jamais la voix. Chaque fois que Henry et Florence visitaient le manoir, il s'assurait qu'ils se sentent les bienvenus. Il préparait des livres pour Henry dans la bibliothèque et faisait préparer les pâtisseries préférées de Florence, sans jamais mentionner qu'il avait remarqué ce qu'elle aimait. Il se comportait avec une dignité tranquille, ne demandant jamais de sympathie, malgré les difficultés évidentes que même les tâches simples exigeaient de lui. La seule personne qui semblait incapable de voir sa gentillesse était Bénédicte lui-même. Chaque fois que Rosaline offrait son aide, il n'acceptait que lorsque c'était absolument nécessaire, s'excusant toujours après, comme si avoir besoin d'aide était un fardeau impardonnable. Cela l'attristait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle a bientôt rencontré les deux personnes qui géraient presque toutes les affaires du duché. Le premier était Lord Evander Valmont, l'oncle de Bénédicte. Il l'a accueilli avec des manières impeccables et un sourire facile. « Ma chère nièce », a-t-il dit chaleureusement en lui prenant la main, « vous avez apporté un nouveau souffle à ce vieux manoir. Sa grâce a de la chance. » Ces mots semblaient sincères. Ses yeux ne l'étaient pas. Il y avait quelque chose de calculateur derrière chaque expression agréable, comme si chaque phrase avait été soigneusement mesurée avant de quitter ses lèvres. Plus tard, Rosaline a compris pourquoi. Depuis l'accident de Bénédicte 3 ans plus tôt, Evander agissait comme intendant du duché. Chaque décision financière, chaque contrat, chaque affaire du domaine passait entre ses mains avant d'atteindre le duc. L'arrangement avait commencé comme une nécessité temporaire. Il était discrètement devenu permanent. Le deuxième homme était le docteur Roland, le médecin de longue date de la famille. Contrairement à Evander, le docteur inspirait une confiance immédiate. Il parlait doucement, examinait Bénédicte avec un soin expert et avait la réputation d'un homme qui avait consacré sa vie à guérir les autres. Même Rosaline s'est surprise à vouloir lui faire confiance au début. Puis elle a commencé à remarquer des choses qui n'avaient aucun sens. Chaque soir, le docteur Roland livrait lui-même le médicament du duc. Moins d'1 heure après, la force de Bénédicte semblait s'évanouir.
Ses épaules s'affaissaient. Son élocution ralentissait. Même tenir une tasse de thé semblait demander un effort. Pourtant, un après-midi, le médecin a été retardé de manière inattendue par une forte pluie. Bénédicte a manqué sa dose habituelle. Au lieu de s'affaiblir, il a passé près d'1 heure à examiner la correspondance du domaine avec une concentration remarquable. Sa voix portait plus d'énergie que Roselyne ne l'avait entendue depuis son arrivée. Et ses mains restaient stables alors qu'il signait document après document. La différence était impossible à ignorer. Un autre jour, le docteur a terminé son examen avant le déjeuner. Bénédicte était entré dans la salle à manger avec un bon appétit. Il a à peine touché une seule bouchée, après le départ du docteur Roland. À une autre occasion, Roselyne a vu un serviteur renverser accidentellement le médicament du soir, avant qu'il n'atteigne le duc. Un remplacement a été retardé. Cette nuit-là, Bénédicte est resté alerte bien après son heure habituelle d'épuisement. Puis sont venus les tremblements. Certains matins, ses doigts tremblaient si fort qu'il avait du mal à soulever un stylo. D'autres matins, ses mêmes mains tournaient les pages d'un livre sans la moindre hésitation. Son état semblait changer selon aucune maladie que Roselyne n'avait jamais entendu décrire. Elle n'a rien dit. Elle n'a accusé personne. Au lieu de cela, elle a observé plus attentivement. Les réponses, croyait-elle, se révéleraient si elle restait patiente. Pour occuper les longs après-midi, Roselyne s'est portée volontaire pour réorganiser des décennies de registres de domaines négligés, stockés dans les archives vieillissantes du manoir. C'est là qu'elle a rencontré le vieil intendant en chef, M. Alden, un homme tranquille qui avait servi le père de Bénédicte bien avant que Bénédicte n'hérite du titre. Contrairement à de nombreux serviteurs, il lui parlait ouvertement. Non pas parce qu'elle était la duchesse, mais parce qu'il reconnaissait une préoccupation sincère quand il en voyait une. Alors qu'il triait des registres fragiles et de la correspondance délavée, il a remarqué les questions qu'elle posait. Pas sur les titres, pas sur la richesse, toujours sur Bénédicte. Sa grâce a-t-il toujours travaillé aussi dur? Aimait-il monter à cheval avant l'accident? A-t-il toujours préféré rester seul? Chaque question a convaincu le vieil intendant de quelque chose qu'il avait presque cessé de croire. Quelqu'un se souciait enfin du duc plus que de son titre. Quelques semaines plus tard, la maladie a cloué M. Alden au lit. Roselyne lui rendait visite tous les soirs. Elle lisait des lettres quand sa vue faiblissait, ajustait les couvertures quand les nuits devenaient froides, et restait à ses côtés même après que les médecins aient admis qu'il y avait peu de choses à faire. Lors de sa dernière soirée, le vieil intendant a glissé ses doigts tremblants sous son oreiller. Il en a retiré une petite clé en fer, usée par le temps. Refermant la main de Roselyne autour d'elle, il a lutté pour murmurer un dernier avertissement. « S'il m'arrive quelque chose, ne laissez pas Lord Evander atteindre l'archive ouest avant vous. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, sa main a glissé de la sienne. Au lever du soleil, le vieil intendant était parti. Cette nuit-là, bien après que le manoir soit tombé dans le silence, Roselyne a porté une seule lanterne à travers les couloirs déserts. Elle a atteint une porte en bois usé, cachée derrière des années de poussière et de négligence. Ses doigts se sont resserrés autour de la clé en fer. D'un tour lent et prudent, la vieille serrure a finalement cédé. L'archive ouest oubliée s'est ouverte devant elle. Roselyne est restée immobile un long moment. Sa lanterne projetait de longues ombres sur l'archive ouest oubliée. La poussière recouvrait presque toutes les étagères. L'air vicié portait l'odeur de vieux papier, qui n'avait pas été dérangé depuis des années. Ce que le vieil intendant avait voulu protéger était resté caché ici pendant très longtemps. Elle a commencé à chercher attentivement. Au début, elle n'a rien trouvé d'inhabituel. De vieux titres de propriété, des registres fiscaux, de la correspondance datant de plusieurs décennies. Mais nichés derrière une rangée de livres de comptes usés, se trouvaient plusieurs registres, reliés en cuir noir craquelé. Contrairement aux autres, ils ne portaient aucun sceau officiel. Roselyne a ouvert le premier. En quelques minutes, son cœur s'est accéléré. D'importantes sommes avaient été retirées du trésor du duché sous les noms de sociétés dont elle n'avait jamais entendu parler. Les entreprises semblaient légitimes sur le papier, mais aucune ne mentionnait de bureau physique ou de propriétaire identifiable. Chaque piste se terminait par une autre société, puis une autre, créant un labyrinthe conçu pour cacher la destination finale de l'argent. Elle a pris le deuxième registre. Celui-ci révélait des paiements réguliers faits au docteur Roland. Pas des honoraires de médecin ordinaire. Ces montants étaient bien au-delà de ce qu'un médecin aurait dû recevoir.
Elle a comparé les dates. Le premier paiement avait été autorisé quelques semaines seulement après l'accident de calèche de Bénédicte. Les transferts se sont poursuivis mois après mois, année après année. Rosaline a refermé lentement le registre. Monsieur Alden n'avait pas caché des registres financiers. Il avait caché des preuves. Quelqu'un volait le duché depuis des années. Et d'une manière ou d'une autre, le médecin de confiance de la famille était au centre de tout cela. Elle a copié plusieurs chiffres sur une feuille de papier avant de remettre soigneusement chaque registre à sa place d'origine. Si quelqu'un réalisait que les registres avaient été dérangés, il pourrait disparaître avant qu'elle ne comprenne toute la vérité. Le soir suivant, elle a trouvé Bénédicte seule dans son bureau, examinant sa correspondance. « Il y avait quelque chose dans l'archive ouest », a-t-elle dit doucement. Ses yeux se sont levés de la lettre qu'il tenait. « L'archive ouest ?» Elle a hoché la tête. « Monsieur Alden m'a donné une clé avant de mourir. » Bénédicte a froncé les sourcils. « Il ne m'a jamais parlé d'une clé. Je ne pense pas qu'il voulait que quelqu'un d'autre le sache. » Elle a posé la vieille clé en fer sur le bureau entre eux. « J'ai trouvé des registres qui n'auraient pas dû être cachés. » Bénédicte a regardé la clé, puis son visage. « Quel genre de registre ?» Rosaline a hésité. Elle faisait confiance à son mari. Mais la confiance seule ne suffisait pas à démasquer des hommes puissants. « J'ai besoin de plus de preuves avant de tout vous dire, » a-t-elle dit. « Si je me trompe, j'aurai accusé des innocents. Si j'ai raison, celui qui a caché ces registres n'hésitera pas à les détruire. » Bénédicte l'a étudié un moment avant de hocher la tête en silence. « Je fais confiance à votre jugement. » Ces 4 mots ont renforcé sa résolution plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Malheureusement, elle n'était pas la seule à être attentive. Lord Evander a remarqué des changements subtils presque immédiatement. La nouvelle duchesse passait plus de temps dans les salles d'archives. Elle posait des questions précises au lieu de questions anodines. Elle observait les gens au lieu de simplement leur parler. Plus important encore, elle avait cessé d'accepter les apparences pour argent comptant. Il avait vu assez d'enquêtes commencer pour en reconnaître une avant qu'elle ne l'atteigne. Le soir même, Evander a demandé une réunion privée avec le docteur Roland. La conversation a duré moins de 15 minutes. Aucun des 2 hommes n'a élevé la voix. Ils n'en avaient pas besoin. Au moment où ils ont quitté la pièce, ils étaient parvenus à la même conclusion. Rosaline Edwin était devenue dangereuse. Elle devait être éliminée avant qu'elle ne découvre la vérité. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Un soir, Bénédicte a refusé l'aide de tous les serviteurs, sauf de sa femme. Comme c'était devenu leur routine tranquille, Rosaline a personnellement récupéré son plateau repas et l'a porté dans ses appartements privés. Ils ont partagé un repas simple, en discutant des lettres de Henry et Florence, avant qu'elle ne lui souhaite bonne nuit. Rien dans la soirée ne semblait inhabituel jusqu'au lever du soleil. Un coup frénétique a retenti dans la salle du petit déjeuner. Le docteur Roland s'est précipité à l'intérieur, le visage blême. Sa grâce a été empoisonnée. Toute conversation a cessé. Les serviteurs ont abandonné leurs tâches. En quelques instants, les membres de la maisonnée et plusieurs administrateurs du domaine se sont rassemblés devant les appartements du duc. Le médecin a parlé avec une urgence calculée. Le poison a été mélangé au repas d'hier soir. Ses yeux ont balayé la pièce. Qui a préparé le souper du duc? Une jeune servante s'est avancée, visiblement secouée. « Monseigneur, Dame Rosaline a récupéré le plateau elle-même et l'a porté dans les appartements de sa grâce. » Le silence a envahi la pièce. Avant que Rosaline ne puisse répondre, un autre serviteur s'est précipité à l'intérieur, portant une petite fiole en verre. « J'ai trouvé ceci caché parmi les affaires de sa grâce. » Le médecin l'a accepté avec précaution avant de déboucher la bouteille. Son expression s'est assombrie. Du poison. L'accusation s'est répandue dans le manoir plus vite qu'un feu de forêt. Des chuchotements suivaient Rosaline dans chaque couloir. Les serviteurs qui l'avaient salué chaleureusement la veille évitaient maintenant son regard. Les administrateurs ont échangé des regards inquiets avant que l'un d'eux ne prenne enfin la parole. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, sa grâce devrait être écartée des soins du duc. Plusieurs voix ont rapidement acquiescé. La pièce s'est tournée vers Bénédicte. Il est resté silencieux un long moment, ses yeux passant du médecin à la fiole, puis à sa femme. Rosaline n'a rien dit. Elle a refusé de plaider pour une confiance qu'elle n'avait pas gagnée. Finalement, Bénédicte a parlé. « Ma femme est innocente. » Le docteur Roland s'est avancé. « Votre grâce, les preuves ne peuvent être ignorées. » L'expression de Bénédicte n'a jamais changé. Les preuves peuvent être fabriquées. Le caractère, non. La pièce est retombée dans le silence. Personne ne l'a défié directement. Pourtant,
Personne n'a non plus abandonné l'accusation. Sur ordre des administrateurs, Roselyne a été temporairement interdite d'entrer dans les appartements privés de Benedict pendant que l'enquête se poursuivait. Alors qu'on l'escortait hors du couloir, elle n'a regardé en arrière qu'une seule fois. Benedict a croisé son regard avec la même certitude tranquille qu'il avait montrée le soir de leur mariage. Il la croyait, et c'était suffisant. Plus tard dans la soirée, après que la maisonnée se soit installée dans un silence inquiet, Benedict a convoqué le seul homme en dehors du manoir en qui il avait une confiance sans réserve, son plus vieil ami. Incapable de poursuivre l'enquête avec Roselyne à ses côtés, il l'a confié à l'homme qui s'était tenu à ses côtés, bien avant l'accident. « Si ma femme ne peut pas chercher la vérité, » a dit Benedict doucement, en plaçant la clé en fer dans la main de son ami, « alors nous la trouverons d'une autre manière. » L'accusation contre Roselyne n'a pas mis fin à l'enquête. Elle a simplement changé qui la menait. Fidèle à la promesse qu'il avait faite, le plus vieil ami de Benedict a travaillé discrètement au-delà des murs du manoir Valmont, suivant la piste que Roselyne avait découverte. Les registres cachés ont mené à des marchands qui n'avaient jamais fait d'affaires légitimes avec le duché. Une société écran menait à une autre, mais des interrogatoires patients ont lentement démêlé la supercherie. D'anciens commis ont admis avoir traité des transferts inhabituels sous l'autorité de Lord Evander. Un comptable à la retraite s'est souvenu avoir signé des documents qui n'ont jamais été inscrits dans les comptes officiels. Pièce par pièce, les témoins ont commencé à parler, surtout ceux qui croyaient que suffisamment de temps s'était écoulé pour que la vérité reste enfouie. Chaque déclaration renforçait l'affaire. Rien de tout cela, cependant, n'était suffisant pour innocenter Roselyne. À l'intérieur du manoir, les administrateurs ont appliqué leurs décisions sans exception. Il lui était interdit d'entrer dans les appartements privés de Benedict ou de participer aux questions concernant sa santé. Les serviteurs surveillaient ses mouvements de plus près qu'auparavant, et les conversations s'arrêtaient dès qu'elle approchait. Elle a accepté chaque restriction sans protester. Argumenter n'aurait fait que convaincre ses ennemis qu'ils avaient eu raison. Au lieu de cela, elle a trouvé des moyens plus discrets de prendre soin de l'homme qui l'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle a demandé au personnel de cuisine quel repas il avait réussi à finir, et a demandé des plats plus légers chaque fois que son appétit faiblissait. Elle s'assurait que des fleurs fraîches étaient placées là où il les verrait pendant sa lecture matinale, bien que personne ne lui ait dit d'où elles venaient. Chaque fois que Henry et Florence venaient, elle les encourageait à passer du temps avec leur beau-frère, sachant que leur rire allégeait brièvement la lourdeur qui s'était abattue sur le manoir. Elle restait distante par ordre, jamais par dévotion. Benedict comprenait sans qu'aucun d'eux n'ait besoin de parler. Un soir, incapable de dormir, Roselyne se tenait près de sa fenêtre donnant sur la cour est. Un léger mouvement en bas a attiré son attention. Une seule lanterne dérivait dans l'obscurité. Curieuse, elle a regardé jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le serviteur poussant le fauteuil roulant de Benedict à travers les jardins. La direction l'a surprise. Il ne se dirigeait pas vers la bibliothèque, la chapelle ou son bureau. Il allait vers une aile abandonnée du manoir, qui était restée fermée depuis son arrivée. Lorsque le serviteur a disparu à l'intérieur, Roselyne a attendu juste assez longtemps pour ne pas être vue avant de le suivre discrètement. Le vieux couloir était couvert de poussière, ses portraits drapés de tissus délavés. Tout au bout se trouvait une paire de hautes portes en bois, laissées légèrement ouvertes. Des sons étouffés en provenaient. Pas des voix, mais une respiration saccadée. Roselyne est entrée. La salle de bal oubliée s'étendait devant elle, intacte par les célébrations depuis des années. Le clair de lune se déversait sur le sol poli, illuminant une paire de solides barres en bois qui traversaient le centre de la pièce sur plusieurs mètres. Entre elles se tenait Benedict. Ses mains agrippaient les barres si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Ses jambes tremblaient violemment sous lui. Chaque pas exigeait chaque once de force qu'il possédait. Il a avancé un pied, puis l'autre. Une inspiration brusque lui a échappé alors que son équilibre vacillait. Avant qu'il ne puisse se stabiliser, ses genoux ont fléchi. Roselyne s'est précipitée. Elle l'a atteint juste avant qu'il ne heurte le sol, l'enlaçant d'un bras alors qu'ils s'agenouillaient tous les deux. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Benedict a fermé les yeux. Quand il l'a finalement regardé, la déception pesait plus lourd que la douleur. Je voulais que ce soit une surprise. Roselyne a scruté son visage, incapable de comprendre. Il a jeté un coup d'œil à la longueur de la salle de bal. Sa voix était basse, presque embarrassée. « Je voulais me tenir à vos côtés.
Il a dégluti avant de continuer. Je voulais vous accueillir convenablement comme ma duchesse. Son regard a dérivé à travers la salle de bal vide, comme s'il pouvait encore l'imaginer rempli de musique et d'invités. Je veux vous conduire à notre premier bal. Les derniers mots s'élevaient à peine au-dessus d'un murmure. Et je voulais vous offrir la danse de mariage que vous méritiez. Rosaline a senti tous les murs soigneusement construits autour de son cœur commencer à s'effriter. Elle avait cru que sa plus grande lutte était la douleur laissée par l'accident. Elle comprenait maintenant que c'était quelque chose de bien plus profond. Il ne s'était jamais battu pour prouver quoi que ce soit à la société. Il s'était battu contre la conviction qu'il ne pourrait jamais se tenir aux côtés de la femme qu'il avait épousée en tant qu'égale. Pas une seule fois il ne s'était plaint. Pas une seule fois il n'avait demandé de sympathie. Il avait porté ce fardeau seul, espérant qu'un jour il pourrait lui offrir un moment qu'elle n'avait même jamais exigé. Sans dire un mot de plus, Rosaline s'est glissée sous son bras et l'a aidé à retourner vers le fauteuil roulant. Il s'est appuyé sur elle à contre-cœur, frustré par la faiblesse qui refusait d'obéir à sa détermination. Elle ne l'a pas pressé. Chaque pas prudent a été fait ensemble jusqu'à ce qu'il se rassied dans le fauteuil avec un souffle las. Alors qu'elle ajustait la couverture sur ses genoux, sa main a effleuré la sienne. Aucun des deux n'a bougé. Leurs doigts sont restés unis dans le silence tranquille de la salle de bal. Il n'y avait aucune gêne, aucune pitié, seulement un silence qui en disait plus que ce qu'ils auraient pu exprimer. Pour la première fois depuis leur mariage, Rosaline ne voyait plus une union née de la nécessité. Elle voyait un homme qui lui avait offert la liberté avant de demander quoi que ce soit en retour. Un homme qui lui avait fait confiance quand toutes les voix du manoir exigeaient le contraire. Un homme qui avait enduré en silence l'humiliation, la solitude et des efforts acharnés, non pas pour récupérer son titre, mais pour offrir une seule danse à sa femme. Alors que leurs mains restaient enlacées, Rosaline a réalisé la vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Quelque part entre tenir sa promesse et gagner sa confiance, elle était tombée amoureuse de son mari. La vérité qui avait été enfouie pendant 3 ans refusait de rester cachée. Travaillant discrètement au-delà du manoir, le plus vieil ami de Benedict continuait de rassembler des preuves à partir des noms inscrits dans les registres dissimulés. Chaque découverte en entraînait une autre. Les paiements étaient passés par des sociétés écrans qui n'existaient que sur le papier, avant de retourner sur des comptes privés liés à l'autorité de Lord Evander. Ce qui avait d'abord semblé être des irrégularités isolées a révélé un système de vol soigneusement entretenu. Les témoins que Rosaline avait espérés ont finalement trouvé le courage de parler. Un ancien commis du domaine a admis qu'on lui avait ordonné de modifier les registres financiers avant de les présenter à l'approbation du duc. Un marchand a avoué que sa société avait accepté de généreux paiements en échange de prêter son nom à des transactions qui ne représentaient jamais de véritables affaires. Même un coursier à la retraite s'est souvenu avoir livré des paquets scellés au docteur Roland bien plus souvent que ne l'exigeait une correspondance médicale ordinaire. Chaque déclaration soutenait la précédente. Ensemble, elles formaient un schéma trop cohérent pour être ignoré. La nouvelle des preuves croissantes est parvenue aux administrateurs. La confiance qu'ils avaient autrefois placée en Lord Evander a commencé à s'affaiblir. Les questions ont remplacé l'acceptation inconditionnelle et les demandes de registres originaux sont devenues plus fréquentes. Evander a compris exactement ce que cela signifiait. Il ne pouvait plus compter uniquement sur sa réputation. Sa première réponse a été d'effacer ce qui restait. Des registres ont disparu des salles de stockage pendant la nuit. Des livres de comptes qui auraient dû être conservés pendant des décennies ont été soudainement déclarés endommagés au-delà de toute réparation. Plusieurs commis ont découvert que des étagères entières avaient été vidées avant le lever du soleil, ne laissant que de la poussière là où se trouvaient autrefois des documents. La destruction elle-même est devenue un autre avertissement. Un homme innocent n'a aucune raison de cacher le passé. Le Dr Roland ne s'est pas montré plus convaincant. Lors d'une réunion avec les administrateurs, il a insisté sur le fait que l'état de Benedict était resté inchangé depuis l'accident. Quelques jours plus tard, en répondant aux mêmes questions, il a affirmé que la santé du duc s'était régulièrement dégradée au fil des ans. Pressé d'expliquer la contradiction, il a blâmé une mémoire imparfaite. Personne n'a semblé satisfait. Le médecin qui avait autrefois inspiré une confiance inconditionnelle luttait maintenant pour maintenir la cohérence de son propre récit. Pour la première fois, le doute s'est installé sur les deux hommes. Evander a réalisé que le complot s'effondrait.
Si l'enquête se poursuivait beaucoup plus longtemps, les preuves parviendraient à Benedict lui-même dans leur intégralité. Il a décidé qu'il ne lui restait qu'un seul coup à jouer. Roselyne a disparu avant l'aube. Une calèche sans armoirie familiale l'a interceptée, alors qu'elle se déplaçait entre la chapelle du village et le manoir. L'attaque a été rapide et soigneusement planifiée. Le temps que quelqu'un se rende compte de sa disparition, la route était redevenue silencieuse. Quand elle a repris connaissance, elle s'est retrouvée dans un pavillon de chasse isolé, au cœur des forêts de Valmont. Lord Evander l'attendait près d'une lourde table en bois. Un seul document reposait devant lui. « J'espérais que les choses n'en arriveraient pas là », a-t-il dit d'un ton égal. « Mais vous m'avez forcé la main. » Roselyne a regardé le papier sans le toucher. Son contenu était clair. La déclaration affirmait que le duc Benedict Valmont était mentalement incapable de gouverner le duché. Dès son approbation, l'autorité sur chaque domaine, titre et décision financière, passerait immédiatement à Lord Evander en tant que tuteur par intérim. Il a posé un stylo à côté du document. Signé. Roselyne a croisé son regard sans bouger. Non. L'expression agréable qu'il avait portée pendant des mois a disparu. Vous pensez encore que cela se terminera avec vous. Il s'est approché. Votre frère et votre sœur restent remarquablement vulnérables. Une seule requête légale pourrait les séparer pour toujours. Elle est restée silencieuse. Si Benedict refuse de coopérer, les accidents sont déjà arrivés. Son cœur s'est accéléré, mais sa résolution n'a pas faibli. Et sans ce domaine, a-t-il poursuivi, tout ce que vos parents ont construit appartiendra à quelqu'un d'autre. Il a de nouveau poussé le document vers elle. Signé. Roselyne a baissé les yeux sur la page juste assez longtemps pour la repousser sur la table. Je ne le ferai pas. Le refus était calme, certain. Sa patience a finalement cédé. À l'extérieur du pavillon, des gardes supplémentaires ont pris position. À l'intérieur, le document non signé est resté exactement là où il était. À des kilomètres de là, Benedict écoutait son plus vieil ami terminer son dernier rapport. Un témoin avait vu une calèche non marquée quitter la route principale avant le lever du soleil. Ces traces menaient vers le pavillon de chasse abandonné, caché au cœur des forêts de Valmont. Sans un mot de plus, Benedict a ordonné que sa calèche soit préparée et a suivi la piste. Les portes du pavillon de chasse se sont ouvertes en grand, avant que Lord Evander ne puisse formuler une autre exigence. Benedict est entré le premier, son plus vieil ami à ses côtés, suivi par les autorités locales et les administrateurs, qui avaient insisté pour être témoins de l'affaire. Roselyne a regardé son mari et, pour la première fois depuis son enlèvement, elle s'est permis de croire que le cauchemar prenait fin. Evander a tenté de retrouver son sang-froid. « Vous avez mal compris ce qui s'est passé », a-t-il dit doucement. « Votre femme est confuse. Je l'ai amenée ici pour sa propre sécurité. » Personne n'a répondu. Le plus vieil ami de Benedict s'est avancé et a posé une pile de registres sur la table, à côté de la déclaration non signée. Nous avons trouvé l'Archive West. La pièce est tombée dans le silence. Une par une, les preuves qui avaient été cachées pendant des années se sont assemblées. Les registres dissimulés documentaient l'argent détourné du trésor du duché par des sociétés écrans, qui n'existaient que sur le papier. Des témoins ont confirmé qu'on leur avait ordonné de falsifier les registres financiers sous la direction des vendeurs. Les registres du défunt intendant correspondaient exactement aux transactions manquantes, prouvant qu'il avait découvert la fraude bien avant sa mort. Des échantillons de médicaments prélevés sur les ordonnances de Benedict ont été examinés aux côtés d'ingrédients non contaminés, révélant des substances qui l'avaient affaibli progressivement au lieu de l'aider à guérir. Chaque pièce soutenait la suivante. Rien n'était isolé. Le complot qui avait autrefois dépendu du secret s'est effondré sous son propre poids. Le docteur Roland a tenté de se défendre, mais chaque explication contredisait les déclarations qu'il avait déjà faites. Face aux registres, aux témoignages et aux conclusions médicales, sa confiance a disparu. Finalement, il a baissé la tête. « J'ai modifié le médicament », a-t-il admis à voix basse. « Lord Evander m'a payé pour maintenir sa grâce faible. Plus le duc dépendait des autres, plus longtemps Evander contrôlait le duché. La confession a mis fin à tout doute restant. Les autorités ont immédiatement placé le docteur Roland en état d'arrestation. Lord Evander a tenté un dernier démenti, mais cela n'avait plus d'importance. Des années de manipulation, de richesses volées et de tromperies calculées avaient été mises à nu devant chaque administrateur qui lui avait autrefois fait confiance.
Il a été arrêté à côté du document même qui lui aurait livré le duché. Le nom de Roselyne a été complètement blanchi. L'accusation d'empoisonnement a été officiellement retirée et toutes les fausses allégations contre elle ont été rejetées. Le tribunal a confirmé l'autorité de Benedict sur son domaine, mettant fin une fois pour toutes au contrôle d'Evander. La place de Henry et Florence, au sein de la famille Edwin, a été assurée au-delà de tout défi, garantissant qu'aucune future requête ne pourrait les séparer de la sœur qui avait tout sacrifié pour les protéger. Dans les semaines qui ont suivi, le manoir Valmont a lentement repris vie. Les chuchotements ont disparu. Les portes qui étaient restées longtemps fermées ont été rouvertes. Les serviteurs souriaient sans crainte, et des rires résonnaient dans les couloirs où le silence avait régné pendant des années. Un soir tranquille, Benedict a trouvé Roselyne dans les jardins. Avec un doux sourire, il lui a tendu la main. « Voudriez-vous me retrouver dans la salle de bal ?» Les semaines ont passé, et chaque nouveau jour, le manoir Valmont ressemblait moins à une maison hantée par des secrets, et plus au foyer qu'il avait été autrefois. Les registres n'étaient plus cachés. Les mensonges avaient été remplacés par la vérité. La justice avait restauré le duché, mais la guérison prenait plus de temps que la justice ne le pourrait jamais. Benedict a poursuivi sa rééducation en privé. Le poison qui l'avait affaibli pendant des années avait disparu. Pourtant, retrouver sa force exigeait une patience qu'aucune victoire ne pouvait raccourcir. Chaque pas restait difficile. Chaque succès ne venait qu'après d'innombrables échecs. Pourtant, il a refusé d'arrêter. Roselyne ne lui a jamais demandé de le faire. Elle se tenait simplement à ses côtés, l'encourageant sans pression, croyant en ses progrès sans les mesurer. Un soir, se souvenant de son invitation des semaines précédentes, elle a franchi les portes familières de la salle de bal abandonnée. La pièce avait changé. La poussière ne recouvrait plus le sol poli. Les rideaux déchirés avaient été tirés pour accueillir la lumière déclinante. Et les barres en bois se tenaient toujours là où elles avaient toujours été, un rappel silencieux de chaque pas douloureux que Benedict avait fait en secret. Il l'attendait près du centre de la salle de bal. Le fauteuil roulant restait à proximité. Il la regarda avec le même calme doux qu'elle avait vu pour la première fois le soir de leur mariage. « Je vous voulais ici », a-t-il dit doucement. Roselyne a souri. « Je suis là. » Benedict a pris une lente inspiration avant de poser les deux mains sur les barres en bois. Avec précaution, il s'est redressé. Ses jambes ont immédiatement tremblé, mais elles ont tenu. Il a lâché une main, puis l'autre. Avec toute sa concentration, il a fait un seul pas chancelant vers elle, puis un autre, puis un de plus. Chaque mouvement demandait un effort énorme. Sa respiration est devenue plus lourde, et l'épuisement s'est rapidement installé dans chaque muscle. Son équilibre a commencé à vaciller, mais avant qu'il ne puisse le perdre complètement, il s'est arrêté. Il était allé assez loin. Roselyne se tenait à quelques pas seulement. Benedict a lentement levé la main vers elle. Sans hésitation, elle a franchi la distance restante. Leurs mains se sont rencontrées. Elle l'a stabilisé, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il n'avait plus besoin de porter seul les fardeaux de la vie. Benedict a levé sa main libre et a doucement touché son visage. Le bout de ses doigts s'est attardé contre sa joue, comme s'il voulait se souvenir de ce moment pour toujours. Puis il s'est penché en avant et l'a embrassé lentement. Il n'y avait aucune urgence, aucune incertitude, seulement la certitude tranquille de deux cœurs qui s'étaient choisis à travers chaque épreuve. Roselyne lui a rendu son baiser avec la même tendresse. Quand ils se sont finalement séparés, aucun des deux ne s'est éloigné. Leurs fronts se touchaient. Benedict a fermé les yeux un bref instant avant de prononcer les mots qui vivaient en lui depuis l'accident. « Je suis toujours un homme. » Il a fait une pause, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vous pensez que je ne peux pas vous satisfaire ?» Roselyne a regardé dans ses yeux, voyant non pas la peur qu'il avait cachée, mais le courage qu'il avait fallu pour enfin la verbaliser. Un doux sourire a effleuré ses lèvres. Elle a répondu sans hésitation. « Je n'ai jamais eu peur de ce que vous pouvez me donner. » Elle a levé la main et l'a posée sur son cœur. Son rythme régulier battait sous ses doigts. « J'ai seulement eu peur de voir à quel point je suis tombée amoureuse de vous. » Pendant un long moment, Benedict n'a pas trouvé les mots pour répondre. Il avait passé 3 ans à croire que l'accident lui avait volé la partie la plus importante de ce qu'il était. Il s'était mesuré à tout ce qu'il pensait ne plus pouvoir offrir. Il avait cru que chaque fiançailles rompue prouvait que l'amour se terminait toujours là où les difficultés commençaient.
Il comprenait maintenant à quel point il s'était trompé. L'accident lui avait pris beaucoup de choses. Il ne lui avait jamais enlevé sa capacité à aimer. Et la preuve se tenait devant lui. Roselyne n'était pas restée par devoir. Elle n'était pas restée par pitié. Elle n'avait pas sacrifié son bonheur pour le sien. Elle l'avait choisi librement, complètement, parce qu'elle aimait l'homme qu'il avait toujours été. Un sourire tranquille s'est répandu sur le visage de Benedict, alors qu'il tendait à nouveau la main. Roselyne l'a accepté. Ensemble, ils ont fait quelques pas lents et imparfaits sur le sol de la salle de bal. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de public, pas de grande célébration. Seulement le mari qui avait rêvé d'offrir une danse de mariage à sa femme et la femme qui n'avait jamais eu besoin de perfection pour savoir qu'elle était exactement là où elle devait être. Si cette histoire vous a rappelé que le véritable amour n'est pas une question de perfection, mais de se choisir l'un l'autre à travers toutes les tempêtes, laissez un cœur dans les commentaires. J'aimerais aussi savoir quel a été votre moment préféré dans le parcours de Benedict et Roselyne. Et si vous voulez d'autres histoires touchantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochain récit.